Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, on se retrouve sur Radio Diagonale pour cette dernière émission de la saison 2022-2023. Le club Mounégou, bilan de cette saison ratée, on va dire. On va évidemment revenir en long, en large sur cette saison. Et pour m'accompagner pour ce débrief final, il y aura Flo, Patrice et Pierre. Bonsoir messieurs. Salut. Bon, comme je le disais, une saison en deçà des attentes. Vous allez voir, de toute façon, on va revenir sur nos pronos et sur vos pronos de début de saison. Et puis également sur les choix qui ont été faits dans les différentes catégories individuelles et collectives pour juger de l'état global de cette saison maintenant qu'elle est finie depuis maintenant un peu plus de 2 semaines, c'est ça, hein, messieurs, si ma mémoire est bonne, ça fait déjà 2 semaines qu'elle est terminée, cette longue et douloureuse saison. En tout cas, on va pouvoir commencer l'émission et on va faire en 3 points, comme on a l'habitude pour nos débriefs. Mais là, ça sera les 3 points à retenir de cette saison, chacun de vous. Messieurs, qui veut se lancer en premier et résumer cette saison? Bon, allez, on va commencer. C'est parti, Patrice. Simple, 3 points, on va faire 3 compétitions. On va commencer par la Coupe de France, premier match à domicile contre une Ligue 2 qui jouait à la relégation. On gagne rapidement 2-0. Bon, on se fait quand même torcher au final. 2-2 et sorti au péno par une pauvre équipe de Rodez menée par Abdenour. C'est assez ridicule. Quand on voit encore une fois le calendrier de la suite de la compétition et les équipes qui vont au bout, on se dit qu'on avait clairement les moyens de faire un peu quelque chose. Après, le reste de notre saison ne prouvera que pas forcément. La Coupe d'Europe, des illusions dès le début avec le PSV. On passe par les poules d'Europa League, on n'arrive même pas à finir premier contre des équipes qui sont à un niveau quand même très très faible, limite d'Europa League conférence. On se prend un barrage contre les Leverkusen, on fait pourtant un très bon match aller, on va aller chercher cette victoire qui est super importante, et on se dit ça va passer, et pourtant non, on se fait encore sortir cette fois-ci au penalty, et pour finir la Ligue 1, on est incapable de gagner toutes les grosses équipes, donc pourquoi rêver mieux que la 6e place qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher les équipes au-dessus de nous, hormis le PSG quand ils nous offrent leur équipe ses primes, et puis ce final, 4 victoires sur les 4 derniers matchs, complètement incompréhensible. 4 victoires sur les 14 derniers matchs. Non, il n'y a que 4 victoires sur les 14 derniers matchs. Oui, je suis remonté un peu plus loin que la fameuse une victoire en 7 matchs. Donc forcément, en finissant aussi mal sur le dernier tiers du championnat, c'est impossible de rêver mieux et de Coupe d'Europe. Donc voilà, forcément, saison très décevante. Pierre ou Flo? Allez, je sens le chauve sur le reculoir. Là, il nous attend derrière le bois. Il se dit chauve qui peut. Et, peut-être. Allez, on est parti. Mon premier point, ça va être. Pas ça, Pierre. Merci. Il ne mérite pas ça, oui, c'est vrai. Saison moyenne, encore une. Après, finalement, une saison qui, à part, comme le vient de dire Pat, l'espèce de déconfiture sur la fin de saison, c'est une saison qui ressemble en fait aux autres, sauf qu'on n'arrive pas à accrocher par le bout de la ficelle une 3e place, ou en tout cas une place européenne. Donc c'est un peu la différence par rapport aux autres saisons, mais finalement c'est un peu une saison qui ressemble aux autres. Et finalement, cette fin de saison, c'est peut-être dû justement à cette lassitude du club dans sa totalité. Mon deuxième point, ça va être justement, on a le rachat des Russes fin 2011. Moi, j'ai l'impression que c'est justement cette lassitude qui est là depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on a en plus les résultats qui ne suivent pas.
Alors certes, on peut, comme on essaye de le faire, se dire qu'on est mieux loti que d'autres équipes, ceci, cela, mais enfin, comparé à nos finances, etc., finir 6e, c'est quand même en deçà, on va dire, de ce qu'on peut espérer. Et moi, je pense que c'est peut-être une bonne opportunité pour faire table rase et qu'il y ait une vraie refonte du club. C'est un club qui dépérit en termes d'identité, en termes de projet de jeu. On a eu évidemment une période Mbappé, Falcao et autres et consorts où il y a eu énormément de talents qui ont été amenés. Il y a eu un changement de stratégie de notre propriétaire russe. Mais depuis ce temps-là, clairement, on ne fait pas du sport, on ne fait pas du divertissement, il n'y a pas l'idée de construire une équipe, il y a simplement essayer de vivoter, de faire à peu près ce qu'il peut pour que tout le monde se taise, mais surtout de faire un espèce de marché, de transfert, de recyclage de jeunes joueurs. Voilà, on vend à des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions, on achète très clairement pas autant qu'on ne vend. Alors ça, faudrait regarder un peu plus dans les détails. Mais moi, en regardant brièvement, j'ai l'impression qu'on achète quand même moins que ce qu'on vend. Et surtout, on ne construit pas une équipe sur la durée, quoi. On a l'impression que vraiment les joueurs qui sont là, c'est du moyen correct. Et puis, autour de ça, on va chercher des jeunes. Dès qu'ils font une bonne saison, comme la moitié de saison que nous a fait Badiachil, qui était sa première saison où vraiment il devenait incontestable, ça dégage dès qu'on peut. On peut dire un peu l'année dernière, c'était déjà mieux, mais en tout cas, bref. Je pense qu'il faut vraiment repenser, et j'espère que certains, je ne sais pas qui va pouvoir amener ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, même un Mitchell, on voit que dès que ça va fonctionner, il va se barrer en première ligue. On sent que le gars, il est là, il veut aider, mais dès que ça va marcher, dès qu'il va y avoir des résultats, ça va être le premier à partir dans un plus gros club pour toucher plus gros. Donc, il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de structure de jeu, on ne construit pas une équipe à travers les saisons. J'aimerais bien que l'année prochaine serve à refaire table rase et repenser toutes ces choses-là. Voilà. Mon troisième point va être plus court, c'est sur la radio. Je sais qu'on a eu des petits commentaires sur le fait qu'on faisait moins des débriefs, etc. ces derniers temps. Et j'aimerais appeler les auditeurs à être un peu indulgents parce que oui, certes, il y a eu un peu de lassitude. Il y a eu aussi juste le fait qu'on n'a pas eu trop le temps. Chacun a des choses à faire, des enfants, des travaux multiples. Moi, j'ai déménagé au Canada, par exemple. Bref, soyez indulgents, regardez aussi les bons côtés, regardez ce qui est fait du côté de la diagonale du site internet. C'est vraiment cool ce que fait surtout Damien, c'est Damien qui vraiment s'occupe de ça. Mais voilà, il y a des trucs sympas et on espère que vous avez passé quand même une bonne saison avec nous et voilà. Pierre. Ouais, moi je serais plus bref pour éviter de faire de la redite, mais je suis assez d'accord avec ce que viennent de dire Pat et Flo. Hein. Globalement, voilà, c'est une saison ratée dans toutes ses grandes largeurs, du premier match jusqu'au dernier. On s'attendait peut-être. Alors, je m'attendais pas à rien. Moi, en début de saison, je serais de mauvaise foi de le dire. Je nous avais plutôt pronostiqué haut, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a démarré avec une grosse déception en se faisant sortir dès les barrages. On n'est même pas allé, dès le. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, ce tour là qui est avant les barrages. Ouais. Ouais, voilà, le TP3, là, c'est ça. Et donc bon, on sort à ce moment-là, tu te dis, bon, on va pas refaire la même erreur que l'année d'avant. En plus, je crois que Clément le disait en sortie d'élimination, dire, voilà, on va se remettre dans la saison et pas faire les mêmes bêtises que l'an dernier. On a fait exactement pareil, et puis après, raté dans les grandes largeurs en Coupe de France, en Ligue Europa, on est nul en poule, et moi, j'en peux plus de vivre cette compétition avec Monaco, parce que je trouve qu'on est incapable d'y figurer bien. Alors, je sais pas si ça motive pas les mecs ou autre chose, mais à chaque fois, c'est insupportable à regarder. Et puis en plus, c'est le jeudi soir, c'est un soir qui est pas pratique. Mais voilà, donc grosse déception sur la Ligue Europa, l'élimination contre Leverkusen. En fait, oui, c'est même ça, on est hyper surpris, mais en fait, fallait s'y attendre vu notre mental en sucre. Et puis une fin de championnat où tout s'était frité, en fait, où toutes ces petites choses qu'on se disait un peu, mais que bon, on avait quand même la loi des chiffres qui était avec nous, avec
un classement, une moyenne de points par match et tout qui était correct, et bah tout s'est effondré dans le dernier tiers du championnat et nous a précipité dans les bas-fonds. Mon deuxième point, c'est que pour moi, bon, il y a plein de responsabilités. J'ai vu partout et j'ai entendu parler de Clément, qui est copieusement détesté. J'aime pas non plus Philippe Clément. J'aime pas spécialement Mitchell non plus, mais pour moi, les principaux responsables, c'est les mecs qui avaient sur le terrain. On a vraiment un groupe qui, pour moi, n'a pas à bosser dans ses intérêts et pas dans ceux du club. On a des leaders qui n'ont pas tenu leur rôle. On a des recrues qui n'ont pas été au niveau. En plus, on a vu en fin de saison que, l'attitude en dehors du terrain était a priori pas terrible non plus. Donc en fait, il y a quasiment tout à reprocher à ce groupe. Il n'y a pas grand-chose qui a marché avec cette génération et ça m'amène vers mon troisième point qui est de dire next, faut dégager un paquet de monde. Ça va être compliqué parce qu'on a quand même beaucoup de pas bons. Je sais pas qui c'est qui va en vouloir parce qu'on va pas pouvoir les donner. Hein. Ces gars-là, on les a payés tous assez cher en plus. Donc voilà, il va falloir se débarrasser de tout ça. Et c'est le troisième point, c'est qu'on a un gros chantier. Et là où je rejoindrai un peu Flo, tout en ayant un avis différent, c'est qu'il faut reconstruire. Après, moi, j'aimerais bien retrouver le Monaco ambitieux. Je sais pas, quand j'ai commencé à supporter Monaco, on faisait des recrutements ambitieux. Je parle pas des années du premier Mercato Ribo, où bon, voilà, on est dans un truc un peu stratosphérique qu'on a eu nulle part dans l'histoire du club. Mais Monaco, ça a toujours été un club qui recrute quand même des grosses références et qui les associe à des jeunes. Ça ne marche pas de faire que du jeune ou que des pré-retraités qui étaient bons. On sait que les deux trucs nous emmènent tranquillement mais sûrement vers la Ligue 2. Ok, moi, je vais rapidement le faire aussi. J'hésitais à le faire selon le temps que ça allait prendre, mais bon, vous avez plutôt été plutôt assez bref. Donc moi, je vais pouvoir durer un quart d'heure, merci. Alors moi, mon premier point, c'est que la saison pour moi est la pire depuis qu'on est remonté en Ligue 1. Et je pèse mes mots quand je dis la pire. Pour moi, elle est pire que la saison 2018-2019 parce qu'on était sur un renouveau, sur un début de cycle. On avait perdu la fin de nos grands joueurs du titre de la saison 16-17. On avait encore un Falcao qui d'ailleurs nous avait maintenu à flot et nous avait permis de ne pas descendre. On avait également eu énormément de blessés, 2 changements de coach. Donc il y avait quand même pas mal de raisons qui pouvaient atténuer un petit peu la catastrophe globale. Là, le vrai problème pour moi, c'est qu'on était sur une fin de cycle, d'un cycle de 3 saisons, j'ai envie de considérer ça, par rapport aux joueurs qu'on a. On avait certes perdu Aurélien Tchouaméni, grosse perte, hein, parce que peut-être notre meilleur élément sur les dernières saisons, mais on avait quand même plutôt fait, je pense, en tout cas en début de saison, moi je reviendrai également dans les trophées individuels, une bonne recrue avec Camara. Moi je reste persuadé qu'on a un très gros 11, qu'on a un bon budget. Qu'on aurait dû faire beaucoup mieux et qu'en fait rien ne s'est bien passé, que ce soit en Europe, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat. On n'a ce coup-ci pas eu cette fin de saison un petit peu en boulet de canon pour nous permettre d'accrocher l'Europe. On n'est même pas en C4, on finit 6e, on aurait très bien pu même finir 7e si Lyon avait gagné son dernier match. Donc c'est catastrophique de A à Z. Et voilà, j'ai rien envie de retenir de positif de cette saison. Le deuxième point, c'est par rapport à l'envie globale qu'on a pu voir sur la saison. Tu l'as dit, Flo, toi, dans ton dernier point, qu'on a fait un peu moins de débrief. C'est une vérité. Sur les dernières saisons, je tenais quand même pas mal la baraque avec Damien et on a quand même vachement lâché cette année, justement parce que cette équipe, au-delà des résultats, n'était pas du tout intéressante dans ce qu'elle a montré sur le terrain, dans les déclarations qu'on a pu lire à droite à gauche dans la presse de certains joueurs, pourtant que j'aime bien, comme un Fofana qui demandait du respect, etc., pour ce qu'ils avaient fait. Mais vous avez fait quoi en fait, les mecs? Vous n'avez pas fait grand-chose, hein. On est quand même un club avec un peu d'histoire, on a quand même quelques titres de champion de France, quelques gros parcours européens. Cette année, vous avez été ridicule de A à Z et dans absolument toutes les compétitions. Donc voilà, ça a quand même joué pas mal dans l'envie de faire les émissions. Moi-même les matchs, hein, je les ai regardés quasiment tous, hein. J'en ai très très peu raté. Mais par contre, de plus en plus, je les regardais d'un œil en faisant autre chose parce que vraiment une forme pas de dégoût, mais une forme de rejet global de cette équipe, alors qu'individuellement, il y a des joueurs que j'aime, mais de ce que j'en ai vu et de l'envie qu'on a pu avoir du quasi-début à la fin de saison, clairement, ça a fait mal. Et ben donc maintenant, le troisième point, comme je le disais, pour moi, on était sur une fin de cycle. Ça va se confirmer cet été. Clément s'en va, Mitchell s'en va.
Au niveau des joueurs, on sait déjà que Disasi va partir. On peut se douter également que Fofana va partir. Peut-être Caillot, peut-être d'autres. Ben Yedder, évidemment. Donc là, on va vraiment être sur cette fin de cycle de ces joueurs-là qui étaient quand même au club depuis plusieurs saisons. Donc l'année prochaine, si on refait une mauvaise saison, pour le coup, je serai certainement un peu plus charitable avec nos joueurs. Mais là, cette saison, voilà, j'en attendais beaucoup plus et j'ai été déçu du début à la fin. Au CM mi-saison, j'avais dit que je n'attendais absolument rien des 6 prochains mois. Bah, j'ai malheureusement eu raison et évidemment, comme tout bon supporter, j'y ai cru faussement, bêtement à quelque chose, que ce soit en Coupe de France, que ça soit en Coupe d'Europe, et pour finir en championnat, il ne s'est absolument rien passé, et la manière a été catastrophique. Quand tu perds 4-0 à domicile face à une équipe moribonde de Montpellier, alors que tu dois jouer l'Europe, c'est catastrophique. Quand tu te fais éliminer en Coupe de France, alors que tu mènes 2-0 par une équipe de Ligue 2, que tu perds au pénalty, je rappelle, en plus tu as 3 balles de match, alors certes 2 qui sont sur les tireurs adverses, mais tu as également Golovin, on va y revenir, peut-être ton meilleur élément de la saison, peut-être, il a le pénalty de la gagne et il la rate. Et en Coupe d'Europe, alors Leverkusen, oui, c'est une belle équipe, mais tu finis deuxième d'une poule qui était largement inférieure à celle de l'année dernière, et tu te fais éliminer au tir au but, encore une fois. Tu avais un Badiachil qui commençait à être intéressant, tu le vends à la mi-saison, alors qu'en plus, il n'a quasiment pas joué avec Chelsea. Tout est incompréhensible du début à la fin. Le vendre à Chelsea, c'était une bonne chose, mais pourquoi on n'a pas fait comme Lyon a fait avec Gusto, à savoir de le garder au moins 6 mois pour finir la saison? On s'est retrouvé derrière avec des blessures, donc on a dû mettre Matsima. Catastrophique de A à Z. Pour moi, cette saison, et je le dis déjà, elle est grotesque, parce que c'était dans vos choix de réponse. Et pour moi, la saison globale du club est grotesque, que ça soit au niveau des instances, du terrain, des choix tactiques, à peu près tout. Tout est grotesque de A à Z. Voilà, messieurs, c'était mon petit coup de gueule, parce que ils m'ont tellement blasé cette année, mais voilà, je suis fort content que cette saison se termine. C'était la saillie du docteur Rome, voilà. Ouais, j'avais rien préparé parce que je pensais pas faire 3 points, donc j'avais rien préparé, donc tout est venu un petit peu dans tous les sens. Et vous avez compris le fil rouge global de cette intervention. Non, mais globalement, on est tous d'accord. Et alors, alors c'est les réseaux sociaux, les Twitter, les machins, les trucs dont tout le monde dit dès que tu soutiens pas ton équipe, t'es pas un vrai supporter, t'es pas avec elle. Mais c'est pas vrai. Mais il faut adresser. Non, mais il faut adresser ce truc-là. Il faut l'adresser en mode. Comme tu le dis, c'est une équipe qui a une identité, c'est une équipe qui a un historique. Nous, ça fait 30 ans pour certains qu'on soutient cette équipe. On a une petite connaissance de qu'est-ce qui s'est fait, etc. Donc, on a envie de voir quelque chose et c'est pas je veux dire, c'est pas de l'anti-supporterisme que d'en demander plus que de demander. On n'est pas non plus à saccager quoi que ce soit ou être ultra agressif. Mais là, ça fait quand même un bout de temps que ça devient complètement nauséabond et monotone et bancal et qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de construction, il n'y a que des individualités qui sont de l'industriel, c'est-à-dire je veux me placer pour pouvoir aller ailleurs après, et ça n'est que ça. Et le foot, on a beau dire que c'est un business et que ça peut être ça, certes, on garde ça en compte, mais tu peux quand même avoir une identité de club pour justement qu'il y ait quand même une cohérence pendant que les joueurs sont là, même s'ils sont là que 2, 3, 4 saisons, qu'il y ait une cohérence, que tout le monde un petit peu, qu'il y ait un esprit collectif, qu'il y ait une identité de jeu, il y a plein de choses qui n'existent plus dans ce club, qui a complètement déguerpi. Ça n'est plus que, j'allais dire, ça n'est plus que rien, ce club. Il y a plus grand chose à part le logo, la diagonale et le stade, quoi. Franchement. Et les donc il faut. Ça pour le coup, il pourrait le changer. Et les sièges jaunes, mais oui, mais presque on les aime maintenant, les sièges jaunes, tellement on n'a rien à quoi se raccrocher. Seulement donc, ça va être intéressant à la fin de ce club Mounegou. On va parler de nos attentes un petit peu, puis c'est là qu'on va peut-être essayer d'être un peu positif, de voir ce qui peut être amené pour que ça change. Ouais. Mais le bilan, il n'est pas bon, ça c'est clair. Je veux dire, Rome, on est tous d'accord avec toi. Hein.
Le bilan, on en parle maintenant. On va parler évidemment du bilan collectif. Alors juste, on va rapidement revenir quand même sur ce qui avait été pronostiqué. Alors chez vous les auditeurs, vous aviez pronostiqué en moyenne, encore une fois évidemment, une 3e place avec 69 points. Et chez nous, on oscillait tous entre 64 pour Arthur qui était le plus pessimiste, donc au final très proche de la vérité, puisqu'on le rappelle, on a fini avec 65. Pierre t'était monté à 76, on était tous aux alentours des 66, 67, 70 points. À la limite, ça, c'est pas un gros écart. Le vrai problème, il est que, par contre, on nous voyait 4e, 3e, voire second. Et on avait donc évidemment tous coché l'Europe, à minima la C3. Donc là, messieurs, le vrai premier bilan à faire, il est que la saison en Ligue 1 est un gros raté, Patrice, parce qu'il n'y a même pas de qualification européenne. Ouais, on parle même pas de l'objectif du club qui est de faire un top 3, là. On parle plus étendu avec la Coupe d'Europe et il n'y a absolument rien, quoi. Du coup, on est le dindon de la farce, on finit à la première place sans qualification. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on n'était pas passé par cette case, quoi, de ne pas jouer une Coupe d'Europe. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec 65 points, finir 6e, on rappelle que c'est la saison 15-16 où on finit second ex-aequo à 65 points et qu'on finit 3e au goal average et on finit 3e. Donc évidemment, le nombre de points, c'est toujours à mettre en relation par rapport aux saisons. Il y a eu des grosses locomotives. A contrario, il y a eu aussi des clubs derrière, forcément, qui ont pris très peu de points. Ouais. Angers, qui a quand même failli battre le record all-time du pire nombre de points. On sait, de toute façon, c'était une saison particulière. Il y avait 4 descentes. Donc beaucoup d'équipes ont joué avec le frein à main, en tout cas avec une envie vraiment de se sauver. Et au final, c'est rarement ce qui fonctionne. Et ça a permis aux grosses cylindrées d'écraser la saison, même si Paris n'a pas battu son record de points. Ils étaient partis pourtant, mais la deuxième partie de saison a été compliquée. Mais Lens fait une saison extraordinaire, parce qu'ils ont battu notre record de points pour un second qui était de 80. Ils finissent à 84, si je ne dis pas de bêtises. Marseille finit également avec plus de 75 points. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est vrai que ça a pas mal cartonné. Mais nous, on était, tu l'as bien dit tout à l'heure, Patrice, en position quand même de finir dans ces eaux-là et donc d'accrocher, alors peut-être pas une 3e place, mais à minima une 4e. Ça semblait même quasiment réglé à quelques journées de la fin. On avait 10 points d'avance sur Lille et Rennes. Et tu te fais complètement rattraper par ces équipes-là avec des résultats catastrophiques. Donc voilà, donc ce premier bilan par rapport à la Ligue 1, il est évidemment mauvais. Flo, bien entendu, il faut que je te lance sur la Coupe de France parce que... Est-ce que c'était donc un mal pour un bien, cette élimination en Coupe, Flo, en 32e de finale? Non, mais au-delà de la blague... Non, mais au-delà de la blague, oui. Moi, j'espérais que, en voyant l'état d'esprit et un petit peu le cheminement, l'évolution en championnat, j'espérais qu'il y ait un regain. Et surtout, par rapport à l'année dernière, où on fait ce match contre Braga, mais de DH, quoi, avec une envie je veux dire, quand on va jouer au foot le dimanche, on avait 1000 fois plus d'envie que ces mecs-là en quart de finale d'Europa League. Donc, j'espérais qu'il y ait un vrai sentiment de rage, de revanche par rapport à l'année dernière en Europa League. Et donc, du coup, effectivement, cette défaite en Coupe de France, elle est débile, mais j'ai envie de dire comme ça, c'est presque anecdotique par rapport à ce que tu as dit et toutes les déceptions qu'on a eues cette saison. Donc, je me disais, au moins, ça va peut-être pouvoir concentrer l'énergie sur l'Europa League et que les mecs fassent quelque chose de mieux que l'année dernière. Et au final, voilà. Le truc, c'est que ça devient encore plus rageant quand tu vois que Paris se fait éliminer assez vite, quand tu vois qu'en demi-finale, il y a Toulouse, Nantes, Annecy et la 4e équipe dont j'ai oublié le nom. Il fallait arriver jusque-là, quand même. Je mets un petit erratum. Évidemment, quand je disais que Lens avait battu notre record de points de la seconde place, je ne compte pas le PSG de la saison 2016-2017, 87 points. Mais bon, le PSG est un petit peu à part. Donc, hors PSG, on avait le record en tant que... Après, l'année dernière, tu es en demi-finale et il n'y a plus le PSG et là, tu te foires. Je veux dire, c'est beaucoup plus rageant que là, tu es encore en début. Certes, le PSG se fait battre et c'est rageant in fine. Mais l'année dernière, aussi, tu sais que si tu passes la demi, il y a fortement moyen de la gagner. Donc, c'est quand même pas les mêmes dispositions, quoi. Mais bon. Et encore une fois, les pénaltys.
pénaltys qui ne nous réussissent pas beaucoup à nous monégasques, et même si on extrapole un peu aux Français, parce que Euro 2016, enfin Euro 2020, pas pardon, et Coupe du Monde 2022, voilà, ce ne sont pas des bons souvenirs. Il y a quand même un gros point commun du coup à chaque fois, hein, c'est que les deux gardiens qu'il y a dans ces deux équipes ne savent pas arrêter les pénaux, quoi. Et Tchouaméni rate un penalty dans 2 séances aussi. Ouais. Il a un mental en sucre, lui, on le sait bien aussi. Hein. Ça, c'est aussi un point commun. Donc voilà, hein, pour le bilan collectif, il est évidemment pas bon. Hein. On en a globalement de toute façon parlé dans nos points, c'est des éliminations prématurées. Je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César, parce que sinon il va m'en parler quand il écoutera l'émission. Damien était le seul à nous voir seconde poule et donc éliminé en barrage contre une équipe reversée de Ligue des Champions. Donc bravo à toi Damien, sinon on était tous entre le 8e évidemment parce qu'on nous voyait tous premiers. Et quart de finale, et c'était également le choix des auditeurs, quart de finale et premier de poule, et ben ça s'est évidemment beaucoup moins bien passé. Et pour la Coupe de France, pareil, hein, ça montait jusqu'à la finale, mais on était tous à minima sur du quart, de la demi pour les auditeurs, un petit 8e pour Flo certes, mais là on est sur du 32e. Et après on le sait aussi, hein, les coupes, il y a une question de tirage. Hein, quand tu peux, selon le tableau, plus ou moins espérer aller loin que de prendre rapidement le PSG ou d'enchaîner un PSG Marseille-Lyon, c'est forcément un peu plus compliqué. Mais bon, nous, on n'a pas eu besoin de ça. Une petite quand tu prends Rodez à la maison, dès le premier tour, c'est chaud. Voilà, c'est ça. C'est que là, on peut pas dire qu'on n'a pas eu de chance au tirage. Ça serait un petit peu quand même de mauvaise foi de notre part. Les trophées individuels maintenant, messieurs. Les trophées individuels. Bon, on va tout de suite... on va faire à l'inverse des 2 dernières saisons. Là, on va faire tout de suite le meilleur joueur parce que c'est peut-être le seul vrai truc positif de l'année. Avait été pronostiqué par les auditeurs Mohamed Camara à 60%, avait été pronostiqué par nous-mêmes. Il y avait du Camara, du Fofana, du Ben Yedder pour moi. Caio Henrique pour Pierre. Était sur Camara. Tout comme Patrice qui était sur Fofana, lui. Donc, c'est Golovin. Hein. Petite surprise, parce que personne n'en avait vraiment pas parlé. Du coup, il est vrai qu'il a fait une saison pleine. Et lui, avec 63% des votes chez vous, les auditeurs, meilleur joueur de la saison. Et c'est quasiment un plébiscite chez Radio Diagonale. Malgré tout... Ah non, pas du tout, en fait. Je me trompais de ligne. Je me trompais de ligne. On est 3 à mettre Golovin. Quentin... Damien et moi-même, il y a du Dizazi pour Flo, Pierre, Boris, Mbolo pour Adrien Arthur et Patrice également, Mbolo. Voilà, donc on est sur du 3-3-3 en fait. Voilà, on a 3 joueurs avec 3 votes. Donc oui, de toute façon, je pense que le trio majeur est celui-ci parce qu'on va tout de suite pouvoir parler maintenant. Enfin, je vais tout de suite parler des défenseurs et des milieux. Milieu de terrain, c'est Golovin. Tout le monde a mis Golovin. Meilleur attaquant, c'est quasiment que du Mbolo. Il y a juste Boris et Quentin qui ont mis Ben Yedder. Et chez les défenseurs, on a quasiment que du Dizazi, à l'exception d'Arthur et Patrice. Vous avez mis Badiachil. Donc clairement, ce sont quand même les 3 joueurs qui ressortent pour tout le monde, Flo. Ouais. Je vais parler d'Embolo Ben Yedder parce que je pense que c'est peut-être là où certains vont dire et quand même Ben Yedder 25 buts et tout. Alors moi je suis allé un petit peu j'ai gratté un petit peu la stat entre Ben Yedder et Mbolo. Donc effectivement Ben Yedder 25 buts et Mbolo 14. Ils ont à peu près le même nombre de matchs, 43 et 42. Mais par contre, quand on regarde 2 choses, c'est-à-dire quand on met un petit peu, on relativise tout ça, on met les minutes jouées, donc il y en a beaucoup plus pour Ben Yedder, et puis quand on diminue, quand on enlève les pénaux, il y a 1 pénal pour Mbolo et 7 pénaux pour Ben Yedder. En fait, on arrive à une stat où ils ont 1 but toutes les 62 minutes pour Mbolo et toutes les 70 minutes pour Ben Yedder. Donc en fait, ils sont très très proches en termes de stats. Et après, au-delà de ça, si on regarde ça, voilà, il y a l'impact dans le jeu.
Mbolo, sur le grattage défensif, je veux dire, il en met même plusieurs, simplement, il se le fait tout seul, où il gratte la balle et il marque. Et puis simplement sur l'impact défensif en général, même dans le jeu, c'est un type, on l'a dit plusieurs fois, il a quasiment une qualité de passe d'un meneur de jeu parfois et la vision de jeu d'un meneur de jeu. C'est assez impressionnant. Alors Ben Yedder, c'est en dilettante, c'est vraiment en dents de scie. Mbolo, tu peux compter sur lui. Il a fait très rarement des matchs horribles, Mbolo, alors que Ben Yedder, il y a eu énormément de fois où tu le vois pas, il participe pas au jeu, il apporte rien. Alors ça peut être sur peut-être pas tout un match, mais la moitié d'un match ou les trois quarts d'un match, mais c'est fréquent. Et puis en plus de ça, il y a le statut. C'est le capitaine, c'est supposé être possiblement un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est notre meilleur joueur. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas photo. On peut regarder. Si on regarde très brutalement les stats, on dit ah bah non, regardez, il a 10 buts de plus, machin. Mais en fait, non. Moi, je pense que Boris a pas mis Mbolo parce que, alors, je parle alors que j'en ai pas discuté avec lui. Et parce qu'il y a le côté aussi que Mbolo, même si c'est triste, hein, mais la fin de saison, il n'est pas là. Il rate les 10-12 derniers matchs. Alors on va me dire qu'il revient à la fin, mais on le voyait bien, le pauvre, il était sur une jambe. D'ailleurs, le dernier match, il rentre 20 minutes et il ressort parce que il pouvait pas en fait. Il était tout simplement pas en état de jouer. Nous, on l'a vu à Lyon, messieurs, il n'y avait pas toi, Flo, mais on y était avec Patrice, Pierre et Adrien. Il est rentré et il faisait peine à voir. Déjà, c'était une momie, il était tout strappé de partout. Et très clairement, on n'a pas pu retrouver le Mbolo qu'on a eu très clairement pendant 7 mois. Pour moi, il aurait été meilleur joueur de la saison s'il avait été un peu plus régulier. Alors que Golovin, par exemple, Pierre, pour qui on a voté, hein, si je dis pas de bêtises, non? Oui, tu as dit Disasi tout à l'heure, mais moi je voulais voter Golovin. Donc alors soit j'ai fait une erreur, soit t'as mal. Ah, t'as mis Disasi. Moi j'en suis certain que t'as mis Disasi. Ouais, mais c'est Golovin. Les deux se valent. Ça m'arrange que tu mettes Golovin justement dans mon lancement. Pour moi, malgré tout, le seul petit défaut que j'ai à faire à Golovin, c'est qu'il a été très bon les 6 premiers mois. Il a fini, on va dire, honnêtement. Comme toute l'équipe. Par contre, il a été absent au moment où ça a compté. Il rate son penalty en Coupe de France et il nous fait un barrage d'Europa League aller-retour catastrophique. Ouais. Ça, quand même, c'est à mettre à son discrédit. Et moi, c'est uniquement pour ça que je le mets pas et que je mets Disasi. Parce que Disasi, en fait, te fait une saison. Mais franchement, on a eu beau dire passe décisive. Cette année, il est taulier et constant, quoi. Et justement, même sur les gros matchs, il est là. Alors qu'effectivement, Golovin, c'est, on va dire 95% du temps, 90% du temps, il a été super. Mais il y a 2-3 coups d'arrêt au pire des moments, quoi. Je trouve que c'est dur de donner un meilleur joueur de façon cette année parce que il y en a aucun qui est vraiment parfait. Tu vois, moi, Disasi, ce qui me gênait de le mettre, j'y ai pensé à le mettre en meilleur joueur. Bon, a priori, je l'ai même mis sans faire exprès. mais ce qui m'a gêné quand même, c'est que oui, c'est le taulier d'une défense qui est on est la 13e défense du championnat, c'est ça. Enfin, on prend combien de pions par match? Enfin, il fait partie de cette défense catastrophique. C'est pas le principal fautif et c'est pas le seul. Je suis d'accord, on défend à 11, on attaque à 11 et tout ça. Ok, mais bon, quand même. Enfin, je trouve que c'est un défenseur quand même qui est limité. Au même titre, Golovin, je trouve aussi que c'est un milieu limité. C'est un autre débat. Mais Disasi, honnêtement, à l'heure actuelle, il va partir l'année prochaine, très bien. Dans 2 ans, quand il sera prêté à l'OGC Nice ou je sais pas où, après un échec en première ligue. Je ne crois pas en ce joueur. Honnêtement, je pense pas qu'il est si bon que ça. Pour moi, il est très limité. Ah, il va avoir du mal à aller. Ouais, je pense que tu as raison. Il va avoir du mal à aller plus haut. Ouais. Chez les auditeurs, je l'avais dit 63%. Le podium est complété par Mbolo, 19,5%. Et c'est Ben Yedder qui est 3e à 8,1%. Disasi, 5%. Et ensuite, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit 2% pour Badiachil. Et après, on est sur du 0% pour tous les autres. Donc voilà, on le voit quand même. Il y a 2 joueurs qui sortent du lot. Et puis, Captain Ben Yedder, parce que malgré tout, 25 buts. Mais c'est vrai que l'impact réel est... Et je pense un petit peu décevant. Maintenant, le pire joueur de la saison, messieurs. Alors, chez vous, les auditeurs, que je ne dise pas de bêtises ce coup-ci. Nubel, 33,3% des votes. Il devance d'une courte tête, malgré tout, Minamino avec ses 27,7%. Et le podium est complété par Crépin Diatta avec quasiment 10%. Moi, Diatta, c'est mon choix. Pierre et Flo, vous êtes sur Nubel.
Adrien était sur Malanxar. Et Arthur, Boris, Damien, Patrice, Quentin sur Minamino. Encore une fois, à part Sarr, je peux comprendre, il a été nul, mais bon, il a peu joué. Mais bon, peu impactant, ouais. Sur ceux qui ont joué un peu plus, on rejoint les auditeurs, et même en termes de pourcentage, voilà, c'est pour le coup Minamino chez nous qui devance Nubel, et puis il y a un petit Diatta à 10% du coup. Donc je représente les 10%. Qui veut se lancer du coup sur Minamino Patrice. Pat, énorme du coup, déception. Patrice, ouais. Bah oui, du coup, c'est moi, hein, sur nous 4, c'est moi qui ai voté pour lui. Pourquoi Minamino plus que Nubel? C'est que Nubel a quand même fait quelques bons matchs où il nous sauve des points, où il tient la baraque, alors que Minamino, c'est compliqué d'aller chercher ne serait-ce qu'un match où il est correct. Sur quasiment toute la saison, à chaque fois qu'il a été là, quoi, c'est une catastrophe. On a l'impression que c'est pas un joueur pro, qu'il est complètement perdu sur le terrain, qu'il n'arrive pas à s'intégrer du tout. Je compte même plus le nombre de fois où il est sorti à la mi-temps parce que ça allait pas du tout, quoi, qu'il fallait vraiment le sortir du terrain parce qu'on jouait avec un de moins et que c'était dangereux. Donc pour moi, vraiment, de A à Z, il est pas bon. Alors que les autres joueurs que tu as cités, soit Noble, Diatta, on peut rajouter Jacob, hein, qui est pas là, à mon avis, dans le lot aussi. Ont tous eu quelques bons matchs, alors que Minamino, non. Donc j'espère vraiment que c'est un problème d'intégration qui va arriver petit à petit à se remettre à l'endroit, que sa deuxième saison, c'est inimaginable. Mais oui, qui veut de ce mec comme à un moment donné, on ne veut pas se prendre une carotte de 10 ou 12 millions d'euros, quoi. Je pense qu'on est obligé d'attendre et d'espérer qu'il se révèle au moins pendant 6 mois pour le revendre. Ah ouais, c'est sûr. En tout cas, c'est obligatoire. C'est lui qui avait été pronostiqué par les auditeurs avec 30% en début de saison. Alors on le rappelle, on avait fait l'émission à la fin du mercato, donc il y avait déjà eu des éliminations européennes, il y avait déjà eu 4 ou peut-être 5 journées de championnat, donc on se rappelle, il avait été absolument catastrophique, il enchaînait les 2-3 dans la presse. Donc forcément, pire joueur. Je pense que si on avait fait l'émission prono au moment de sa signature, personne ne l'aurait mis en pire joueur, on l'aurait même peut-être mis en meilleur recrue. Parce qu'il y avait quand même une petite hype autour de lui, donc c'est vrai que c'est là où la déception est grande. Moi, j'ai mis Diatta pour une raison, c'est que Minamino, c'est vrai qu'il a pas mal joué en début d'année, mais ensuite on l'a quand même pas mal perdu de vue. Il s'est plutôt contenté de bouts de match à droite à gauche, de temps en temps, il ressortait un peu du chapeau. Crépin Diatta, c'est un titulaire indiscutable quasiment toute la saison, et pour moi, le vrai souci, il est là. C'est que c'est un titulaire indiscutable, et du 11 type de l'année. Alors, on peut parler de Nubel, et c'est pas faux non plus, mais pour moi, des joueurs de champ, c'est le plus mauvais de tous et d'assez loin. Donc c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Et messieurs, donc ceux qui sont partis sur Nubel, Ouais. Il nous coûte très cher. Ça. C'est le joueur qui nous coûte peut-être le plus de points. Dans le 11 de départ, c'est celui qui fait vraiment le plus d'erreurs manifestes. Moi, de toute façon, j'ai toujours trouvé que ce gardien... Ouais, ça se voit, et avec lui d'autant plus, parce que c'est vraiment, c'est pas des trucs où tu peux dire il aurait pu faire mieux, il aurait pu ne rien faire et ça aurait été mieux, tu vois. Il y a quand même plusieurs situations où c'est une catastrophe. Il a rarement su être décisif, à part sur le finish, mais on s'en fout complètement parce que tout était mort à ce moment-là. Malgré tout. Oui, c'est quand même des défaites. Il va t'en chercher toujours 2-3 au fond de ses cages à chaque fois. Non, ça a été une catastrophe sportive. Nubel. Alors c'est le flop de la saison pour moi, et j'irais même plus loin en disant que c'est le flop de Mitchell tout court. Ça c'est vraiment le plus mauvais recrutement, celui qui nous coûte le plus cher depuis bien longtemps, quoi. Et en plus on s'est entêté à le garder, quoi. Si je peux rebondir, moi je pense que c'est le pire gardien de l'AS Monaco, peut-être de ces 20-30 dernières années. Et j'ai envie de dire, non seulement c'est ça, mais c'est parce que là, on a essayé, parce que comme on savait qu'on l'avait pendant 2 ans et qu'on allait se le taper 2 ans, là encore, des idioties stratégiques d'un club qui, en gros, prend un gars en n'ayant pas énormément de garanties et qui lui signe quasiment un chèque en blanc pour lui dire « tu vas jouer, mon gars, pendant 2 saisons ». Et c'est vraiment le prototype du gardien, mais horrible, parce qu'il est
mauvais. Il a des appuis et une explosivité au niveau des jambes qui est quasi nulle. Donc ça, c'est rédhibitoire pour un gardien. Mais en plus d'être mauvais, c'est-à-dire d'avoir des capacités de gardien vraiment très 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 en dessous de la moyenne, il croit qu'il est bon et il a une arrogance et un état d'esprit qui est dégueulasse. Alors on l'entend pas parler, mais ça se voit. On sent pas un gars qui dit je suis pas bon, il faut que je m'améliore, vraiment je fais n'importe quoi. On sent pas un gars qui se remet en question. Dans sa communication avec le reste de l'équipe, tu le vois sur tous les trucs, il essaye de faire le Cador, le taulier, le Neuer numéro 2. Mais gars, t'es un tocard, je suis désolé, t'es un tocard. Franchement, c'est une bouillie de gardien. Ce type-là, il faut si jamais il veut devenir gardien professionnel avec moindrement d'allure, alors ou des défenses où il n'a pas un ballon à aller chercher, ou alors il faut qu'il travaille, mais comme un dingue, sur son agilité, son explosivité. Parce qu'il n'est pas là. Et puis en plus de ça, on va pas parler de ses relances et compagnie. Ouais. Mais ce gars-là est un tocard qui nous a bousillé 2 saisons. Moi, j'ai tout essayé pour l'aider, comme vous le dites et comme vous le savez. J'essaie toujours de positiver. Je me dis, allez, alors t'as raison, Patrice, sur quelques matchs, il fait illusion, etc. Mais tu vois que dès qu'il y a moindrement besoin de mouvement, au-delà de son périmètre de ses 2 mètres, je sais pas comment grand qu'il est, mais dès que ça sort de son envergure, mais c'est terminé. S'il faut sauter 10 cm plus loin, il n'est pas capable. Donc ce gars-là, franchement, c'est une infamie, quoi. Et on a un historique de gardien qui est quand même plutôt bon. Même Lecomte qu'on a conspué, mais c'est bien meilleur que Nubel. Mais c'est bien meilleur que Nubel. On paye très cher d'avoir s'être dit, ouais, on a un gardien de merde, on en veut un bon. Non, c'est bien meilleur que il nous a pas coûté tant que ça. En fait, Lecomte, on était déçus parce qu'on le trouvait pas assez décisif. Non, rappelez-vous. La dernière saison, la stat, c'est 1 tiers sur 2 qui font les Non, en termes de pourcentage d'arrêt, il était même en dessous de Nubel. Alors, en termes de c'est vrai qu'en termes de stats. T'oublier, hein. Non, mais pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. En termes de stats, je suis d'accord, mais en termes de qualité de gardien, Lecomte, t'as des trucs, et puis ça se voit. C'est un mec qui l'a fait à d'autres endroits, qui montre quand même, pour moi, il n'y a pas photo. Après, c'est entre un mauvais et un très mauvais. Depuis qu'il est parti de Montpellier, d'ailleurs, il est retourné là. Mais, oui, et il est rebond. Mais la parenthèse hors Montpellier. Non, il n'est pas rebond. Non, ça c'est faux. Il est correct. Non, mais on compare un mauvais à un horrible. On est d'accord. Mais nous, on a pris l'horrible. T'as les mots justes, ouais, voilà. Un mauvais, un horrible. C'est-à-dire, Lecomte, c'était décevant. On n'a pas su bien remplacer Subasic avec Lecomte. Nubel, c'est une blague, c'est une insulte au poste de gardien de but. Non, mais c'est ça. À mon avis, il faut revenir avant Ettori. Il ne sera pas là. Il faut revenir avant Ettori pour avoir un gardien aussi mauvais que ça. Hein. Bah, il y a eu. Tu oublies des Chabert. Ouais, Chabert et mais même Chabert, Carrasco, Sourzac, mais même ces gars-là. Est-ce que c'est des gardiens qui ont été titulaires pendant 2 saisons aussi parce que non, pas du tout. Mais donc c'est quand même aussi une grosse différence parce que si on parle de Martin Sourzac ou si on parle de comment il s'appelait le pauvre italien là. De Sanctis, mais De Sanctis, il a fait 4 matchs. Voilà. Oui, c'était des gardiens remplaçants qui n'avaient pas. C'est des gardiens qu'on a vus peut-être 10 fois au maximum, qui ont été calamiteux, certes. Lui, on l'a vu 100 fois, quoi. Donc, c'est pas tout à fait pareil. L'impact est quand même. Et c'est pour ça, encore une fois, que moi, j'ai plus mis Diatta. J'aurais pu mettre Nubel aussi, parce que c'est un joueur qui était titulaire. Si tu fais le 11 type de l'année, Diatta, c'est lui le titulaire en haut à droite, et c'est catastrophique. Alors, rapidement. Oui, non, mais il est nul aussi. Ça va aller très vite. Hein. Dans les pronostics, c'était Mohamed Camara à 90%, et chez nous, on était tous sur Camara, à l'exception de Adrien et Pierre, vous étiez sur Mbolo. Et pour ce qui est du bilan, c'est un plébiscite. Mbolo à 89%, meilleur recrue. Il y a les 10,6% qui restent pour Camara. Et dans l'équipe RD, il n'y en a que pour Mbolo. Donc là, au moins, c'est simple. Il n'y a pas trop à rajouter. Flo, t'en as parlé également quand on a parlé du meilleur joueur. Mbolo est clairement une des bonnes choses de la saison. Sauf que voilà, à la fin, il n'a malheureusement pas été là et il nous a forcément manqué parce qu'on savait qu'on avait une défense de merde. Et ça a continué jusqu'au bout, mais on avait quand même l'attaque qui nous portait quand même à peu près toute l'année. Et c'est vrai qu'avec en plus sa blessure en fin de saison, l'attaque s'est également mis
à partir à volo, parce que je ne sais plus à un moment quand on avait la stat du nombre de matchs consécutifs avec minimum un but. Moi j'avais rigolé derrière parce qu'on avait refait un match avec un but et dès le match d'après on avait de nouveau plus marqué. Donc voilà, l'attaque a fini par nous lâcher et très clairement sa blessure doit y être pour beaucoup. La pire recrue maintenant, messieurs, il y a évidemment beaucoup de Minamino, mais Arthur et Patrice, vous êtes sur Malang Sarr. Donc Patrice, explique-nous pourquoi, parce que tu es le seul du coup avec Arthur, mais qui n'est pas là. De toute façon, qui n'était pas là de Tout l'année. simplement, sur le ballon que ça, j'ai pas compris pourquoi on l'a recruté. Son recrutement me paraissait étrange et à chaque fois qu'on l'a utilisé, c'était une catastrophe. Défensivement, je ne vois même pas ce qu'on a pu lui trouver et pourquoi on est venu le chercher. Heureusement, on est venu le chercher parce qu'on a vendu Badiachil. Enfin, non, il arrive avant. Il arrive avant, mais est-ce que c'est pas prévu Ouais, peut-être. Ah ouais, est-ce que c'était en anticipation de vendre Badiachil avant la fin de l'été, puis finalement il est resté et qu'on l'a vendu plus tard, je sais pas. Mais théoriquement, lui, il était venu chercher du temps de jeu, il arrive comme troisième roue du carrosse, et à chaque fois qu'on a eu à l'utiliser, il nous a coûté cher, il nous a coûté des buts, son fameux CSC en Turquie. Bon, même si c'est pas forcément à lui la faute, là, c'est plus à Nubel. Mais non, pour moi, c'est vraiment encore pire que j'avais déjà mis Minamino pire joueur, donc j'avais pas envie de mettre en pire. En fait, il vient doubler le poste, en fait, c'est ça. Au moins essayer des choses et tout, et c'est que pour moi, l'enfer, c'est une recrue qu'on n'aurait pas dû faire, et que c'est vraiment la recrue inutile, en fait. Je suis étonné. Minamino, on avait d'autres solutions pour remplacer. Sarr, on a besoin d'un défenseur après le départ de Badiachil, et la seule solution qu'on a, c'est ça. Sarr. C'est pour ça que j'ai préféré le mettre en pire recrue sur cette saison. Ouais, mais les auditeurs, moi je suis assez surpris d'ailleurs. Je m'attendais à Minamino, mais c'est vrai que vu qu'il avait eu beaucoup plus de voix dans pire joueur, bon, même si Malang Sarr, en fait, je l'avais raté tout à l'heure, mais quand même 16% en pire joueur, ça, hein, c'était lui le troisième, c'était pas Diatta. Mais bon, 54% et 46% pour Minamino. Ils se partagent les deux. Les deux spots de pire recrues. Meilleur joueur moins de 21. Bon, là, évidemment, c'est pas une surprise. Flo, il a également été beaucoup plébiscité dans évidemment meilleur joueur issu de l'académie, c'est du 100%. En tout cas chez nous et quasiment chez les auditeurs. Et dans bonne surprise également. Issu de l'académie, moi j'ai mis Badiachil. Ah oui, c'est pas faux. Ouais, parce que moi j'ai trouvé Badiachil, j'ai mis Ben Seguir comme meilleur joueur de moins de 21 parce que justement c'est un joueur qui rentre, qui fait finalement pas 100% des matchs à partir du moment où il sort du lot à Auxerre. Et c'est vrai qu'il a été plutôt bon. Après, comme on l'aime beaucoup, comme c'est un peu notre chouchou, comme c'est le chouchou de tout le monde, parce que c'est le petit gars qui vient du centre et qui émerge, on oublie qu'il y a quand même quelques matchs où il est un peu en dedans, mais un peu comme toute l'équipe exactement. Mais moi, j'ai trouvé que si on regardait simplement en tant que performance et machin, mais encore une fois, Badiachil dit ça si, on se le disait tous à la mi-saison avant qu'il parte. Ça faisait des années qu'on n'avait pas eu une charnière aussi stable et où ça faisait partie des noms que tu couchais dès le début. Et Badiachil, franchement, fait une demi-saison qui est très bonne. Donc voilà, je l'avais mis là-dessus. C'est vrai que je l'avais oublié en fait. C'est vrai que vu qu'il a fait que la moitié de l'année, mais encore même pas la moitié parce que la Coupe du Monde est arrivée un petit peu avant la fin des matchs allés. Donc, mais oui, c'est vrai que Badiachil, c'était plutôt correct, même si il était même proche de la Coupe du Monde à un moment, parce qu'il a été appelé peu de temps avant, et puis bon, au final, c'est Dizazi qui a été appelé pour sa polyvalence, hein, bien entendu, en tant que latéral droit. Il y est rentré plusieurs fois en équipe de France à ce poste-là, hein, quand même, hein, dont la finale. Donc voilà. Mais dans les prochains matchs, Ben Seguir, Pierre, plutôt la bonne surprise de l'année, voilà, parce que lui, pour le coup, il est un peu sorti de nulle part, donc forcément, on n'avait pas pu le pronostiquer, mais très clairement, le meilleur joueur de moins de 21 ans, même si il a eu quand même un début en fanfare, et puis derrière, il est un petit peu
un petit C'est peu beaucoup redescendu. essoufflé et ouais, on l'a beaucoup utilisé, hein, peut-être trop. Moi, pareil, c'est une super surprise. J'étais content de le découvrir. J'ai un petit peu peur quand même. Il va falloir lui retrouver un vrai rôle, tu vois, l'année prochaine, parce que enfin, pour moi, ces gars-là, là, les Ben Seguir, Akliouche, Diop, etc. Enfin, c'est super de les avoir. Mais alors, quand je lis, l'an prochain, on part avec un 11 où ils sont titulaires. Mais ok, les gars, bah, on va jouer la 12e place, quoi. Enfin, ça va être à peu près ça. Ils ont pas. C'est des joueurs qui peuvent être très bons, mais il va falloir y aller tranquille, quoi. C'est des jeunes du centre, quoi. Donc, et on a vu avec Ben Seguir le problème, je pense, on l'a fait trop jouer sur cette deuxième moitié de saison. Donc au niveau des surprises, bonne surprise, on avait donc Ben Seguir, Damien, Boris, Patrice et Quentin. Un Golovin pour Flo. Et les autres, on était sur Mbolo, à savoir... non, Adrien également sur Ben Seguir. Et donc moi-même et toi, Pierre, on a mis Mbolo. Moi, je suis resté sur Mbolo parce que quand on avait fait l'émission, alors il avait déjà fait un très gros début de saison et on pouvait limite plus vraiment le considérer comme une surprise parce qu'on avait vu qu'en fait il allait faire beaucoup de bien et qu'il allait être très fort et il a confirmé. Malgré tout, moi je suis resté sur ça parce qu'au moment où il signe, j'étais pas très hypé par sa signature. Pas grand monde ne l'était, hein, c'est clair, ouais. Faut être honnête. Et finalement, bah, Ouais. ça a été un vrai grand oui pour Mbolo. Donc voilà, donc là, chez les auditeurs, vous êtes partis à 62% sur Ben Seguir. Encore une fois, Ben Seguir ne faisait pas partie du sondage de début d'année, donc un peu compliqué du coup de mettre en relation. J'avais mis Et avec après, Kliouche, pas loin. Ouais, t'avais mis Akliouche. Donc après, on a Je pensais que Mbolo c'était un avec, jeune qui allait percer quand même. Pas le avec 14%, alors que chez les pronostics, on était sur Camara, qui est chez les auditeurs en bonne surprise, et on avait du Sarr, du Sarr pour Boris. C'est vrai que ça, il faut le noter quand même. Ça, là, je la note. En Voilà. bonne surprise, Ah oui. Malang Sarr. On avait pas mal. Ah, mais attendez, et Damien également. Ouais, c'est vrai qu'ils l'aiment bien, les deux là. Donc Damien et Boris qui étaient sur Malang Sarr, donc on est sur du gros raté. Et, Bah, c'est nos deux supporters de Nice aussi. ah, mais ouais. non, attention. Et Florestan aussi, tu avais mis Malang Sarr. Peut-être. J'étais en train de me dire, moi je l'ai peut-être mis Ah aussi. oui, là. Oui, vous étiez 3 sur Malang Sarr. Après, on avait que du Mbolo et un petit Akliouche pour Patrice. Alors, c'est dommage, hein, t'es passé près. Mais c'était l'autre. Mais bon, encore une fois, on l'avait pas Je encore peux pas le vu, savoir. donc, Je savais même pas qui c'était à l'époque. Mais je pense que Sarr, bien c'est d'accord. parce que tout le monde avait en tête le Sarr de Nice où c'était pas trop mal. Et en fait, il a plafonné très vite, ce gars. Comme Disasi va plafonner Mais- ensuite, quoi. je pense Surtout que qu'on n'avait aussi, pas de certitude en défense centrale Oui, voilà, en début c'est d'année. ça. C'est Là, d'ailleurs, surtout on en ça. a. C'est que Ah, tu te doutais qu'il allait pas passer au-dessus des 3 premiers. Ah, Peut-être je sais pas, Maripane parce à la que- rigueur qui est vieillissant, mais que Disasi Badiachil. Tu sais pas, parce Ouais, que par rapport à l'année dernière. on oscillait entre une défense à 3 et une défense à 4. D'ailleurs, ça avait été une Ouais. de nos questions. On savait pas trop. Enfin, on savait plutôt que la défense était quand même plutôt notre point faible, même si individuellement, les deux, là, Disasi, Badiachil, c'est pas mauvais, mais il y a un problème global avec cette défense, et puis avec les latéraux, évidemment, et puis le gardien, encore une fois. Donc, on se disait peut-être que Malang Sarr allait être l'élément en plus pour faire du bien. Bon, bah, au final, ça a été tout l'inverse. Si ça était meilleur que Disasi Badiachil, pourquoi Chelsea nous le prête hein, quand tu vois l'état de leur défense, je pense qu'ils l'auraient gardé. Hein. Oh, ouais, pourquoi Ils ont bien le acheté joueur Badiachil après, ouais, d'ailleurs. Donc bon. Ouais. Non, mais après, des joueurs qui foirent en première ligue et qui étaient bons en Ligue 1, qui reviennent en Ligue 1, qui redeviennent bons, on a vu ça, quoi. Oui. Donc, bon. Pas Mais tant, hein, certes, souvent. Ouais. Bah, si, À la Casette, éventuellement, mais il était bon, tu me diras, en première ligue. Mais pas enfin, Cabella qui a fait ça, là Cabella, ouais, il est parti peut-être allé où, en là première ligue, ouais, à un moment. Je sais plus où est-ce qu'il est parti, mais... Mais tu vois, dans les défenseurs, j'ai l'impression que c'est souvent ce genre de parcours là, c'est souvent des fiascos. Enfin, d'ailleurs, ça revient jamais en transfert, tu sais, ça revient toujours avec des prêts un peu foireux et souvent c'est pas prolongé. Tu peux te relancer encore plus quand tu es un jeune joueur comme lui. Comme ça, ouais, c'est clair. Ouais. Mais bon, bah en l'occurrence, Ouais, c'est ça. Ça a Cabella été, parti à Newcastle, etc. Ça a été un gros raté. La déception de l'année au niveau des auditeurs, on est sur 44% pour Takumi Minamino. Ensuite, on a 20% Youssouf Fofana et
11,4%. Alexander Nubel. Donc il y en a quand même qui croyaient Il y a encore qui en lui. croyait. Et bon, malheureusement, on est sur de la déception. Les pronostics, on était pas mal sur du Minamino. Il y avait un petit Vanderson pour moi. Et pour Quentin, Pierre, tu étais sur Minamino, Adrien sur Ben Yedder. C'est vrai qu'il avait un peu senti le coup. C'était un peu la grosse cote. Hein. Ben Yedder, déception. Alors, c'est pas non plus le cas. C'est pas la pire déception, mais on en a parlé un petit peu quand même. C'est vrai que sa saison est quand même plutôt moins La bonne saison que de trop, les ouais, dernières, peut-être, et peut-être pas non plus la saison de trop, mais De trop, on n'aurait pas à ce niveau-là non plus. on n'en est pas à ce On va niveau-là, dire une mais saison compliquée. c'est quand même plutôt une petite Le déception. début de la fin. Une petite fois. Mais ouais, Patrice, Quentin, moi, donc on était bien sur Vanderson, et sinon il y avait beaucoup de Minamino. Et pour ce qui est donc de cette année, au final, on est parti, mais sur la déception, c'est là où il y a un peu plus de différence. Hein. Boris, Patrice, Pierre, Quentin, Minamino, Malanxar pour Damien. Et forcément, il en attendait beaucoup, donc il est logique avec lui-même. Flo, t'es sur Nubel, donc c'est-à-dire que tu croyais peut-être qu'il allait passer un cap. Et encore une fois, je trouve que c'est vrai que l'année dernière, sa fin de saison était un petit peu mieux, donc on pouvait espérer que ça allait monter en température. Adrien sur Caio Henrique. Et moi, je parlerai en dernier parce que je vais m'expliquer de mon choix. Moi, j'ai mis Mohamed Camara en déception. Ah ouais. Oui. Donc, Moi, ça s'entend aussi. Ouais. on a parlé de Nubel, on a parlé de Minamino, on a déjà parlé de Malanxar. Alors, Arthur a mis Folland. Donc, si quelqu'un veut parler de Kevin Folland, c'est vrai que j'étais pas loin de le mettre également en déception. Je l'ai pas mis en déception parce que le truc, c'est que c'est une déception, mais en fait, c'est une déception parce qu'il n'a pas joué. Donc, voilà. Et qui veut parler de Kevin Folland? Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est principalement physique. Ouais, les deux saisons qu'il fait avant sont quand même plutôt bonnes. Il est dans un rôle de pseudo 10, buteur, passeur. Et il est bien complémentaire avec Ben Yedder. Et du coup, c'est vrai que cette année, à chaque fois qu'il revient, il joue pas très longtemps, parce qu'il retourne vite à ses blessures. Et du coup, c'est très compliqué. On a l'impression pour lui de revenir à chaque fois sur le terrain. On sent que c'est dur, qu'il n'a pas la capacité de faire les efforts qu'il pouvait faire avant, alors qu'un peu à l'image de Mbolo, il pressait beaucoup sur l'adversaire. Donc oui, je peux comprendre qu'on pouvait espérer que sur cette troisième saison, il continue au moins sur la même lancée, voire qu'il explose un peu plus, maintenant qu'il est bien habitué à l'équipe et au championnat. Et malheureusement, cette saison, il ne nous aide absolument pas. La preuve, c'est qu'Embolo lui est complètement passé devant, et que pour nous, Mbolo part limite en titulaire sur l'année prochaine, et on se pose plus la question sur un Ben Yedder ou un Volland. Caio a été choisi par Adrien. Pierre, je vais te laisser en parler de Caio. C'est vrai qu'il passe souvent un petit peu entre les gouttes, parce qu'il est rarement, voire jamais le plus mauvais. Mais c'est vrai qu'on pouvait peut-être en attendre un petit peu plus. Hein. Il était sur les tablettes de grands clubs européens. Est-ce qu'il y est toujours sur ces tablettes? Je sais pas, je serais pas sûr. Moi, ça fait un moment que j'en parle et que je trouve que c'est un joueur qui plafonne un petit peu. Bon, ça, c'est que mon avis. Mais c'est un joueur quand même qui a toujours été très intéressant et précieux offensivement, même cette année, surtout vu les branquignols. Enfin, on avait Crépin Diatta côté droit, donc notre doublette Golovin-Caio marchait très bien. J'allais dire les branquignols, mais Vanderson s'est bien repris, a été bon après. Je me suis vite corrigé. Mais bon, Caio, on n'avait pas d'alternative non plus. T'as Jacobs qui a jamais vraiment mis une concurrence sérieuse. Donc bon, il s'est peut-être un peu reposé sur ses lauriers. Et moi, où je le trouve très limité, c'est défensivement. On prend quand même beaucoup de buts à cause de lui. Hein. C'est vrai que c'est un joueur... c'est pas le match à Lyon, il me semble, Rome, où il me semble que c'est lui qui prend... Tous les buts, on les prend de son côté, je crois. Le petit jeune, là, lui a fait tout ce qu'il voulait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas la première fois. Il est laxiste, quoi, défensivement. Donc voilà, après... On en parle tout le temps, c'est les latéraux modernes, voilà, ça doit déborder, ça doit faire des bons centres, amener du danger. Bon, c'est quand même bien si ça te tient un peu la baraque en défense. Il participe à cette très mauvaise défense qui fait que on n'aurait jamais pu être capable de rien en fait avec cette équipe. Quand tu repenses a posteriori et que tu te refais le film de la saison, on est là où on doit être de partout. Ouais, il est plus fait pour une défense à 5, absolument pas pour une défense à 4.
Et ce qui est incompréhensible, c'est qu'on a lui et Jacobs en défenseur latéral gauche, alors que les deux sont faits pour des rôles de piston, voire de milieu, quoi. Donc à se demander comment l'équipe est un peu constituée, parce que aucun des deux a vraiment la capacité de jouer comme un vrai latéral gauche qui défend et monte un petit peu son côté pour centrer, quoi. Et là, il est trop offensif. Je le trouvais plus Après- sérieux à une époque quand même en défense. Après, moi, je suis, hein, Patrice, mais ça m'embête un peu à chaque fois qu'un défenseur est mauvais défensivement, qu'on dise non, mais en fait, il serait meilleur avec une défense à 3, il serait meilleur Ouais. piston. Mais non, t'es piston, tu dois être bon défensif aussi. Il y en a Ah, marre mais de je ces dis pas- conneries aussi. Je dis Non pas mais, qu'il- non, mais je te dis pas pour toi, c'est que c'est un truc que tout le monde dit maintenant. Quand t'es un arrière latéral offensif et en gros qui a pas vraiment de qualité défensive, ah bah tu vas être un bon piston. Ben non mon gars, faut aussi être bon défensivement. T'es aussi là pour couvrir les ailiers de l'autre côté, etc., etc. Donc je sais pas du tout pour te prendre en grippe Ah non, par rapport à ce que tu dis. tu marques du coup le latéral adverse ou le piston adverse à la rigueur. C'est ça, où tu mates le t'es plus piston. sur les Oui, oui, mais Son problème, ou c'est le qu'il est beaucoup milieu, trop ou- offensif et qu'il monte beaucoup trop haut, et donc du coup, c'est souvent que l'ailier est dans son dos. Mais est-ce que tout ça, ça voudrait pas dire qu'en fait, Clément avait raison? C'est numéro 10 son poste. Absolument. C'était la- Clément qui l'avait mis 10 Ouais, à son premier match. À son bah, arrivée, premier match ouais, de c'était supplément, là. ouais. Ouais, ça, C'était Ah oui. la- Enfin, il a une Ouais. gueule d'ailier. Il a une gueule d'ailier. Ça, il Oui, pourrait il est très très bien, bien débordé et jouer ailier. Ça, c'est pseudo-centré. sûr. Numéro C'était 10, la- on sait, peut-être un truc un peu circus là de Clément, mais Après, joueur c'est marrant de- parce que c'est un ailier qui est pas c'est pas le plus rapide des ailiers non plus, Caillot, mais il est plutôt fin, quoi, techniquement. C'est un ailier, en fait, qui joue plus, c'est plutôt ça, son jeu, et c'est ce qui en fait un joueur intéressant aussi, hein, mais ouais, Oui, mais voilà, il est limite. Il a une bonne qualité de passe. D'ailleurs, il finit meilleur passeur avec 10 passes décisives. Globalement, c'est lui qui avait été pronostiqué en tant que meilleur passeur. On le voyait quand même un petit peu au-dessus des 10 parce qu'il était parti fort. Et c'est vrai que ça a un petit peu, en tout cas, la sensation que ça a un petit peu baissé sur la deuxième partie de saison. Un joueur Ouais, il a même plus dont on n'a rien. pas du tout parlé et dont on va parler maintenant, du coup, parce que avec Quentin et Damien, on l'avait mis en déception, et également toi, Patrice, c'est Vanderson. Vanderson, qui, moi, je l'avais beaucoup critiqué pour sa fin de saison dernière. J'avais continué de le critiquer pour son début de saison. C'est pour ça, d'ailleurs, Cataclysmique. je l'avais mis en déception, parce que je commençais à me demander vraiment si ses premiers mois n'étaient pas plus Gelson Martinez qu'autre chose. Finalement, il a plutôt remonté la pente et il a plutôt été dans les bons éléments, je trouve, de la deuxième partie de saison. est-ce que ça serait pas le gros point positif de la saison si Gelson Martin ne se retrouve pas dans nos pires joueurs, dans nos Ah ouais, il a pas déceptions? joué. Est-ce Il que a c'est pas pas la joué. première mais est-ce que c'est pas la première année où il est chez personne, genre? Bah, oui, Ah, c'est c'est pas faux. on faux. aurait pu les lire Pas Casper de l'année. Ce qui est On en terrible, c'est que c'est parlera le gars même qui pas. prend sa place, qui prend sa place aussi dans les plus nuls. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Et qui est pire. Et moi, je suis désolé, mais qui est pire en plus. Moi, je le Bon, trouve bref. moins pire quand même, mais bon, ouais, Ah. c'est un long débat, ça. Ouais, non. Mais bon, là, c'est vraiment, on compare la peste et le choléra, hein. Oui, oui. À un moment donné, j'en veux pas des deux qui dégagent de ces deux joueurs, hein. Voilà. Meilleure progression, messieurs. On va terminer pour les trophées individuels. Meilleure progression, c'est Dizazi qui avait été pronostiqué en début d'année par les auditeurs. Flo était sur Fofana, Patrice était sur Boadou, Boris était sur Diatta, j'étais sur Nubel. Alors là, il y a quand même beaucoup de dingueries. Quentin Dizazi, Arthur Nubel, Damien Fofana, Adrien Nubel et Pierre Fofana. Et le résultat, messieurs, chez les auditeurs, la meilleure progression est, roulement de tambour, Alexander Golovin avec 44,7% des votes devant Axel Dizazi 17,1 et Magnès Akliouche 11,4. Bon bah là les gens ils savaient pas. Il avait voter. progressé de rien. Ils ont vu le match de Toulouse, quoi. Ouais, ouais. Là, C'est ou peut-être alors des- c'est- ils ont oui, peut-être c'est vu ça. plein de matchs de la réserve l'année dernière. Hein. On sait Et pas. chez Radio Diagonale, il y a beaucoup de Golovin, mais il y a Adrien qui met Badiachil, Boris et Flo, vous mettez Dissassi, Pierre n'a mis personne parce que pour lui, personne n'a progressé, et Quentin, Dizazi également. Donc ça se joue entre Dizazi et Golovin. Bon, bah, c'est deux joueurs dont on a pas mal parlé. Ils étaient déjà à la lutte pour le titre de meilleur joueur. Très clairement, Golovin, c'est sa première grosse saison depuis qu'il est au club. Il a
était beaucoup moins gêné par les blessures. C'est vrai que ça, Ouais, on et a oublié complète de le surtout. dire. Avec Oui. évidemment, malgré tout, en vrai bémol, sa prestation en barrage d'Europa League et son penalty raté, malgré tout. Hein, c'est un geste Voilà. ultra important et ça fait un peu mal. Et Axel Disasi, voilà, forcément, la progression est là. On le rappelle, un vice-champion du monde. Il a même joué quelques matchs. Alors, il faisait partie de ce fiasco de ce dernier match de poule. Mais bon, l'équipe n'était visiblement pas très concernée, et lui le premier d'ailleurs, par cette rencontre. Mais ensuite, il avait été un petit peu utile quand même à Didier Deschamps et il n'a pas été loin de soulever la Coupe du Monde. Donc forcément, à titre individuel, c'est une vraie progression. On va le vendre cet été. On verra à combien, mais on va le vendre peut-être à Manchester United. On verra. Mais ouais, je pense que... Super. Ouais, génial. Bon courage à lui, bon vent, c'est très bien. Merci Disasi Matsima, pour les Matsima. services. Ouais, mais là, tu te pends au nez une Matsima Maripane. Ah ouais, C'est ça risque d'arriver. Ouais. c'est Oui, ça oui. que tu. Là, essaye de réfléchir un peu comme les dirigeants Ouais, monégasques. c'est vrai que ça fait un peu peur, Laurent. J'ai envie de me débarrasser de ceux qui sont en place, mais je sais pas ce qui m'attend après, on est bien d'accord. Mais tu vois, pour en revenir à Golovin, je disais, ouais, moi j'ai mis personne en progression, mais Golovin, pour moi, il a pas progressé, ce mec. C'est simplement qu'il était pas blessé. Donc après, on le sait que c'est un bon joueur Oui. et qu'il a fait ses matchs Ça fait avec ses partie de la limites d'ailleurs. progression. C'est Oui, une ça fait progression. partie. Ouais. C'est une Ouais, Ouais, il a progression, mieux géré son physique. Ses Il a tendons ont peut-être progressé, ouais. Non, mais il a peut-être fait des changements au niveau de sa prépa. Enfin, on n'en sait rien. Ouais, mais, oui, si vous le voyez comme ça, soit. Il n'est pas allé en sélection, ça l'a aidé. Ouais, c'est pas Peut-être, faux. ouais. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'en Alors, fait, c'est un joueur qui a toujours les mêmes limites quand même, quoi. Hein. Il a pas été foutu d'être Oui. décisif non plus. Il rate son péno là contre Rodez. Enfin voilà, il nous fait des trucs qui vont pas, quoi. Oh, il est quand même bien taulier tout le long de la saison, quoi. Et j'ai envie de dire que même si tu, au-delà de ce que tu dis, Pas sûr, ouais. Oui, au-delà, voilà. dans, Sur le dans terrain, les pas leader. quelques périodes où il a été par le passé à peu près en santé, je trouve que c'était encore mieux cette année. Alors peut-être c'est parce que ça a duré et que du coup physiquement vraiment il était 100% tout le temps, mais il y avait le jeu passait systématiquement par lui. C'est quand même la patte créative de l'équipe Ouais. tout C'est tout au notre long de la problème saison. d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Ça c'est. Il y en a pas d'autres et qu'il est Avec- limité. T'as pas besoin de me le dire ça. Ouais. Non, mais En j'aime tout bien cas, Golovin. voilà. Hein, Qui clôture donc ces trophées individuels globalement essentiellement du négatif. Hein, voilà, on va retenir en positif donc Brillem Bolo, malgré tout Golovin, Disasi qui s'en va. l'éclosion de Ben Seguir. Et voilà, je pense qu'on est vraiment sur le top 3. Mais juste, j'ai oublié du coup de revenir sur ça. Pourquoi j'ai mis Camara, moi, en déception? Ah oui. Ouais. Alors, Moi, j'étais pas loin de le mettre meilleur recrue, mais bon, Mbolo bien au-dessus, mais il rentrait quand même dans des chaussures énormes. Hein, Au début, oui. En devant pallier le départ de Tchouaméni, quoi. Alors ouais, moi je le mets en déception parce qu'en début d'année, je l'avais pronostiqué. Il qu'il avait fait les quelques matchs, d'ailleurs pour le coup, lui vraiment peu de matchs, hein, parce qu'il n'avait pas participé au tour préliminaire européen, on s'en rappelle. Donc au moment où on fait l'émission, pour le coup, lui, il devait avoir un match, peut-être deux dans les jambes, et on avait vu qu'il allait faire du bien. Et donc je l'avais mis en meilleur joueur, on était les auditeurs aussi, et au final, au bout du bout, il est loin de ce trophée de meilleur joueur. D'ailleurs, on n'en a absolument pas parlé, il n'a pas été cité. C'est un des rares joueurs dont on n'a pas parlé du tout de l'émission, alors que c'était quand même c'était censé être notre taulier du milieu de terrain. Il fait un très bon début de saison, il n'y a rien à dire, il a tout de suite eu beaucoup d'impact. Par contre, moi j'ai trouvé qu'il s'est complètement effacé sur la deuxième partie de saison. On aurait eu besoin justement qu'au milieu de terrain ça aille un petit peu mieux. Alors Fofana a été un peu plus up and down, il y a eu de temps en temps des bonnes prestations, de temps en temps des très mauvaises. Mais voilà, moi Camara, j'en attendais un peu plus parce que j'attendais que ça soit un peu plus régulier sur toute la saison. Et c'est pour ça que je le mets en déception. Ceux qui mettent Minamino, je peux évidemment le comprendre. Mais Minamino, on s'était tellement rendu compte qu'en fait que c'était une merguez que je suis très vite revenu du fait que c'était plus une déception. Nubel, Sarr, pareil. Pour ce qui est de Folland, là je peux un peu plus le comprendre, mais vu qu'il a très peu joué, j'avais un peu plus de difficulté à le mettre en déception. Donc voilà, c'est pour ça, pour moi, dans les joueurs tauliers qui ont eu beaucoup de minutes et sur qui j'attendais beaucoup,
Bah ouais, pour moi, ma grosse déception, c'est clairement lui. Et s'il devait y en avoir un autre, je rejoindrais plus Adrien et j'irais sur Caio Henrique, voire Ben Yedder en troisième. Voilà. Sur mes déceptions, parce qu'encore une fois, c'est par rapport aux attentes. Alors, il y en a qui avaient, toi, Flo, t'as mis Nubel, c'est que tu devais quand même avoir. Il n'y avait pas d'attente, Des mais attentes. le mec pensait tellement qu'il était le futur meilleur gardien du monde que j'ai dit, bah vas-y, prouve-nous, quoi. Parce que là, ça a été horrible l'année dernière, prouve-nous. Mais ouais. Non, mais on est assez d'accord. La dernière question, c'était sur la saison. Alors, on aurait pu parler, c'est vrai, dans le bilan collectif, hein. La saison pour vous, elle était insultante, grotesque, ridicule, décevante, moyenne, correcte, bonne, très bonne, excellente ou extraordinaire. Alors, sans surprise, il y a 0% pour bonne, très bonne, excellente, extraordinaire. Il y a 3% au cumulé pour moyenne et correcte. Donc, vu qu'il y a eu, je crois, 150 votes à peu près, donc on doit être sur 3-4 auditeurs. Décevante l'emporte assez largement avec 39%, ridicule à 28%. Grotesque à 16%, on a quand même un petit insultant à 15%, hein, on va pas se mentir. Ça fait et parler. Franchement, c'est notre meilleur classement avec ce grotesque et ce ridicule. Les deux niveaux de différence de grotesquitude et de ridiculisme. Chez nous, vous trois messieurs, vous avez mis décevante, donc on le rappelle, hein, c'est le rang 4 quand même dans le truc négatif. Donc vous êtes quasiment au milieu, et comme les auditeurs, on est sur du ridicule pour Adrien, Arthur et Damien. Et moi j'ai mis grotesque, alors je ne suis pas allé jusqu'à insultant, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais j'ai mis grotesque parce que je l'ai expliqué en début d'émission. Pour moi, tout est grotesque de A à Z, il n'y a aucun bon moment dans l'année. Le seul bon moment qui nous a fait un peu vibrer, c'est ce but de Disasi, hein, au bout du bout à Leverkusen. Et on a fait le tour, voilà, parce que la victoire contre Paris, certes, mais c'est une victoire en trompe-l'œil contre un PSG déjà sans Mbappé, mais en plus un PSG qui vraiment à ce moment-là était au fond du trou. Sinon, on a perdu contre toutes les grosses équipes, on s'est fait éliminer comme des tocards, on a vendu peut-être notre meilleur défenseur central en cours d'année, on a insisté avec Diatta, enfin. Trop de choses qui pour moi me font dire que oui, cette saison elle est plus que décevante, elle est même plus que ridicule. Elle est, si ça avait été un autre mot, j'aurais dit catastrophique. Voilà. Donc c'est pour ça. Bon messieurs, on va maintenant terminer cette émission. Il reste plus grand chose, mais on va rapidement donc parler de notre cher coach Philippe Clément. Ex-coach. Philippe Ah, dommage qu'on n'ait pas l'audio. Oh, je peux le rajouter au montage. Voilà. C'est rapide. Bon, bah voilà, Philippe Clément. Ce bilan rapide, Flo, encore une fois, parce on fera une émission quand on aura notre nouveau coach. Mais bah, c'est pas bon, hein, globalement. On peut pas dire le contraire. Non, alors on avait une question là-dessus, hein, à savoir si on jugeait la saison de Clément, pareil, hein, décevante, moyenne. Alors moi j'ai mis moyenne, je crois que je suis un des seuls dans l'équipe avec Arthur à mettre moyen. Alors j'ai un peu craqué, je pense. Non, mais honnêtement, c'est parce que je trouve que il n'est pas la raison principale. Je pense que les dirigeants ont pris un gars, tu vois, un bon petit tonton, un bon petit mon-oncle sympa, qui va bien nous faire couler sur la rivière tranquillement de cette lassitude ambiante de ces dernières saisons et de ce club actuellement. Et donc, je pense qu'ils ont pris le bon profil, le gars qui va pas faire trop de vagues, qui va faire un peu ce qu'il veut. Alors, certains avaient vu le match de Bruges contre Paris, avaient rêvé et tout, mais bon, ça a duré qu'un certain temps. La verticalité et toutes ces idioties. On a quand même vu très vite que c'était un type qui a déjà, quand il arrive, il dit je suis très content de faire ce travail et pour moi, le travail... Enfin, on a l'impression d'écouter, je m'excuse, hein, j'ai beaucoup d'amis fonctionnaires et machin, mais un peu un fonctionnaire ou un gars qui va faire son petit plan-plan, son petit... Voilà. Et en gros, c'est ça qu'il a fait. C'est un gars qui fait son petit boulot, qui fait à peu près ce qu'on lui dit de faire, qui fait à peu près ce qu'il faut, mais qui va pas en faire plus. Et quand tu as une fin de saison catastrophique comme celle-là, et tu la vois venir quand même, tu as plusieurs matchs qui vont pas, tu sens que c'est pas lui qui va changer l'affaire. Donc, j'ai envie de dire,
il est pas bon, il est pas très bon, mais c'est pas le fautif, je pense, principal. On est d'accord sur le fait que, comme tu disais, Rome, on a un très bon 11 de départ qui n'ont pas fait le taf. Bon, on n'avait pas assez d'effectifs cette saison, ça c'était Marie Tournelle, et je pense que ça nous a bien cassé les pieds, même si on sort vite de toutes les compétitions, mais en fait, sur l'Europe notamment, ça nous embête. Mais voilà, il est pas. Je pense que les dirigeants et dans leur choix et l'équipe elle-même et les joueurs eux-mêmes sont plus fautifs que Clément. De toute façon, avec moyenne, donc tu fais partie des 4% d'auditeurs les plus cléments avec Philippe. Parce que sinon, on est sur du 35% pour décevante, 21 ridicule, 27 grotesque et 13 insultante. Et bon, chez Radio Diagonale, donc on l'avait dit, Flo, Arthur, vous êtes à moyenne. Il n'y a que des décevantes et Quentin et moi on est sur ridicule parce que oui c'est vrai, c'est pour ça que j'ai mis grotesque pour la saison globale, mais comme le coach est quand même pas le premier et principal fautif, je l'ai mis à ridicule, c'est un petit peu mieux quoi. Voilà. Mais on sent que c'est pas le gars qui va nous faire changer de dimension, ça c'est sûr. De si toute on veut façon, faire autre chose, ça va être dur maintenant. Il est déjà parti et puis peut-être oui, il est déjà parti de toute façon. On a notre nouveau Jardim. La différence, c'est que Jardim, il nous a fait rêver. Malgré tout. Alors, ça lui correspond bien, l'Arabie Saoudite, je pense. Il va être pépère. Là. Oui, a priori, il ne devrait pas trop avoir de pression. Voilà, c'était rapidement le point Clément, parce qu'encore une fois, on fera une émission dédiée à ça. Maintenant, la vraie question, Pierre, Patrice, c'est et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et maintenant, comme je l'ai dit, moi, dans mes points, on était sur une fin de cycle. Maintenant, il faut redémarrer un cycle. Nouveau coach, nouveau directeur sportif, celui-là, on le connaît. Certainement, départ de plusieurs cadres, même si rien n'est encore officialisé, mais ça risque de s'accélérer. Donc, que faire ? Que attendre de cette prochaine saison, Patrice ? Le seul petit espoir qu'on a, c'est le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe, qu'on puisse se concentrer sur un championnat avec en plus 4 matchs de moins à jouer. On repasse à 18. C'est un mal pour un bien. Alors, je vais reprendre du coup les propos de Flo avec l'élimination Coupe de France, c'est un mal pour un bien. Non, je vais pas dire que la perte de l'Europe c'est un mal pour un bien, parce que clairement derrière on a beaucoup moins d'exposition et on attire beaucoup moins de joueurs, ça c'est clair. Mais voilà, le fait d'avoir moins de matchs, déjà on va peut-être pouvoir avoir un groupe plus restreint, parce que c'est ce qu'on avait cette saison, on l'a bien vu, on avait quand même pas beaucoup de profondeur et ça nous a joué des tours après sur la saison, en plus qu'on a eu des internationaux à la Coupe du Monde qui nous ont fait mal, hein. Si on regarde les joueurs qui sont pas là en deuxième partie de saison, c'est en partie ceux qui étaient aussi à la Coupe du Monde. Donc voilà, j'espère que du coup on va pouvoir se concentrer un peu plus sur le championnat. Par contre ça fait peur, parce que comme tu le dis, c'est un nouveau cycle, on va avoir pas mal de joueurs qui vont partir et c'est des cadres. Donc, comment on va pouvoir les remplacer sans avoir d'argent, sans avoir de Coupe d'Europe. Derrière, on a en plus des jeunes qui ont percé, qui ont gagné la Grande Bardella, qui marchent bien dans les équipes de jeunes, qui vont forcément gratter à la porte et vouloir du temps de jeu. Donc, à quel degré on va leur donner ça ? Je parle pas de mon choix de dire oui, il faut faire jouer les jeunes. Je parle au niveau des dirigeants. Est-ce qu'ils vont pas vouloir faire le choix un peu facile de dire on a une belle génération, donne-leur leur chance ? Ce qui peut être très casse-gueule si on les encadre pas bien. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour moi d'aller chercher encore un top 5 pour aller chercher une Coupe d'Europe si il n'y a pas une petite révolution au sein du club qui commence par avoir un bon coach et avoir des recrues intéressantes, pas dans le sens où on va aller chercher de la plus-value, mais qu'on cherche des joueurs vraiment pour encadrer un bon groupe, des joueurs qui sont pas comme ceux qu'on a actuellement, où sur la fin de saison sont complètement pas là, ils s'en foutent complètement de ce qui se passe, qui cherchent juste à avoir un club tremplin pour rebondir dans un autre club, des joueurs qui sont beaucoup plus impliqués, qui aident vraiment le club et qui font bouger les choses, et pas qui continuent du coup dans la lassitude qu'on a pu avoir sur la fin de saison. Est-ce qu'on peut s'attendre à souffrir, Pierre, du coup l'année prochaine, parce que c'est vrai qu'on va perdre des éléments clés. On va certainement pas avoir de grosses recrues. C'est dur de le dire, on sait pas. Certainement pas avoir de grosses recrues. A priori non, ça a pas l'air de se dessiner, mais bon, l'espoir fait vivre et on aura de l'argent.
Bah, Parce que si on vend Dissassi, Fofana, peut-être même Ben Yedder, parce qu'il lui reste quand même un peu de contrat, Ouais. ça fait quand même Il vaut beaucoup rien. d'argent qui rentre. Donc, Oui, mais clairement, attends, on Ben Yedder, il sera vaut pas rien. tout, mais, Ben Yedder, il vaut 5 millions. Ouais. D'accord. oui, mais Ouais, tu te c'est- débarrasses de ça son dé- ça salaire dépend à qui tu éventuellement. vends. Ouais, le Oui. salaire qui rentre. Oui. Mais Et bon, puis attends, recruter des joueurs en juin-juillet, quand même, il faut pas trop nous en demander. Nous, c'est fin août, tranquille, tu vois. après, Déjà qu'on l'argument a pas de coach l'argument de et- l'argent, c'est très limité, tu vois, parce que je veux dire, on n'a pas de Coupe d'Europe, du coup, t'as pas le fair play financier, bah merde, quoi. On a un actionnaire qui est milliardaire, on nous a vendu ça quand il est arrivé, bah allez, sors le chéquier, réinvestis. En fait, non, mais c'est vrai, à un moment donné, faut pas On passer dirait par quatre Godin. chemins. On dirait C'est Godin. gentil, le pauvre. Vous l'avez jamais entendu ça, cet extrait Ah. quand comment il s'appelle, l'Américain de Marseille arrive et qu'il le présente et il lui fait et comme vous avez des sous, c'est ce que non c'est ça, c'est il va falloir mettre des sous et comme vous en avez, alors c'est ce que vous allez faire. Ben, c'est un petit peu ça quoi. C'est le petit coup. Bah exactement, mais c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Ribolovlev est plus riche que McCourt. Il faut qu'il McCourt, réinvestisse. On fera jamais de bon foot, mais tu fais pas du bon foot sans fric. Ou alors c'est anecdotique. Là, il y a la saison de Lens et tout le monde se gosse là-dessus. Enfin, déjà, Lens n'a pas de fric, mais bon, c'est un autre débat. Mais tu vois, ça arrive une fois tous les 5 ans, ça, des équipes qui pop comme Oui, ça. Mais bien sûr. à un moment donné, il faut que tu recrutes, il faut que ça se passe pas. Pour moi, le problème, il se passe pas par un directeur commercial ou je sais pas quel gars que tu es allé débaucher sur LinkedIn. C'est ton actionnaire qui doit sortir le carnet de chèques et qui va simplement impulser une politique où il va dire bah vas-y, tu me prends des cadres comme on est en train de dire, parce que il n'y a pas de secret. Les cadres que tu vas prendre, ils vont te coûter cher, parce que même si tu pourras faire des bons coups peut-être au niveau transfert s'ils sont en fin de contrat, mais ils le seront pas tous, ils vont te demander un salaire. Là, il y aura pas de Coupe d'Europe, donc ils vont être gourmands. Mais c'est comme Une ça. prime de signature. Hein. Bien sûr, mais ça a Obligé. toujours marché comme ça, le foot, et on a toujours. Enfin, tu regardes dans toute l'histoire récente, enfin qui remonte aux 30 dernières années de Monaco, c'est que comme ça que ça marche. On est allé quand même chercher à chaque fois 4-5 cadres dans nos équipes qu'on a soit payé très cher, soit qui étaient très bien payés, soit les deux. Enfin, il n'y a pas de secret, donc voilà. Mais il y avait aussi, surtout, une réflexion long terme. Si tu regardes justement toutes les équipes qui marchent, c'est des équipes qui ont marché au bout de 2-3 saisons, où en fait tu construis une équipe petit à petit, où tu vois venir. Moi, il y a 3 trucs. Moi, j'attends 3 trucs. C'est un qui est de l'ambition sportive. Parce que moi, j'ai des gros doutes sur ces actionnaires russes, la manière dont ils sont venus, la manière dont ils restent, leur intérêt pour être ici au club. J'ai des gros doutes sur le fait qu'il y ait tout un pan de cet intérêt qui soit politique, qui soit économique, qui soit absolument pas relié, mais de près ou de loin sur le football. Et donc ça, c'est quand même, faut quand même en parler 2 secondes, que le mec est là parce qu'il s'est dit si je veux m'installer à Monaco, si je veux faire mes petites magouilles, mes petites machins, il faut que je chope le club. Au début, il faut que ça fonctionne, et puis après, je les endors, et puis on continue jusqu'à ce que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on part pas d'un rachat du club, ou on parle pas de dire qu'il faut qu'il dégage. On dit qu'il faut qu'il sorte le carnet de chèques. Mais moi, je pense qu'il faut surtout changer de mode de pensée. Là, on a eu un recrutement donc d'un directeur sportif, Thiago Scuro. Je le connais pas, le type, mais Red Bull Bragantino du Brésil. En gros, on a compris, c'est un carriériste qui sort de Red Bull, donc c'est encore du corporatif, on est dans le petit marché maintenant, ça y est, on a inventé ça ces dernières années, le foot a inventé ça, on a des marchés pour tout, incluant les directeurs sportifs, et en gros, c'est un gars qui, pareil, dès qu'il va avoir moindrement de succès, va vouloir se barrer. Donc, de la durée, des mecs qui vont s'inscrire dans la durée. Moi, j'aimerais, je vous l'ai dit en off, qu'il y ait des retours d'anciens joueurs, de mecs qui ont envie de donner à ce club parce qu'ils aiment ce club, et sur la durée. J'ai presque envie de dire, même s'ils sont un tout petit peu... Il faut qu'il y ait de la compétence, il faut qu'il y ait de l'excellence, mais on nous vend des mecs comme quoi ils sont génialissimes. Un Campos, c'est vrai, Luis Campos, il est incroyable dans son job. Tu pourrais dire, c'est un mec ultra compétent, mais il en a rien à foutre des clubs dans lesquels il passe, soyons sérieux. Donc, allons prendre un gars qui est peut-être pas stratosphérique, mais qui est dans l'excellence, qui est quand même machin, mais des mecs qui aiment ce club, qui ont envie de rester dans le club dans la durée. Ça, j'ai envie de dire, c'est le minimum pour que les choses puissent fonctionner, quoi. Et pour qu'on ait... Je suis assez d'accord, en tout cas pour ce qui est
du directeur sportif global, d'un peu plus de durée. Mais voilà, en tout cas, là, on est sur une début de construction. On repart, je pense, en tout cas, c'est ce qu'il faut se dire. Sur du long terme, c'est compliqué, mais au moins sur du 3 4 saisons, ans, voilà. Ouais. Essayer de garder nos joueurs pendant 3 saisons, comme on a fait avec beaucoup quand même des joueurs qui étaient là cette année. L'équipe était bancale, la défense était insuffisante, le gardien de but évidemment, on en a parlé, était un gros problème. Ça, je pense que c'est le premier chantier, aller chercher un vrai bon gardien, remplacer intelligemment Disasi, Fofana aussi, voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais il faudra certainement pas s'attendre à des exploits dès l'année prochaine, mais au moins qu'on voit un début de quelque chose qui puisse nous amener sur une saison cohérente avec un fond de jeu, avec une idée globale, avec aussi malgré tout l'avènement et la mise en place de certains joueurs, de certains jeunes du groupe. Il y a eu déjà Ben Seguir, mais peut-être que d'autres également peuvent s'incorporer à l'effectif s'ils le méritent et s'ils ont le niveau. Mais là, voilà, à l'instant T, on peut malheureusement penser que le début de saison va être compliqué parce qu'il faudra que tout se mette en place. Et puis on verra bien. Voilà, en tout cas, la bonne chose dans tout ça, c'est qu'à Monaco, en foot, ça perd, mais au basket, ça gagne. Parce que là, on enregistre, on est donc le 14, on est à la veille du Game 3. Peut-être que la Roca va remporter son premier titre de champion de France après 3 échecs en finale. Ils ont fait une excellente campagne également européenne en échouant à la 3e place, alors dans une petite finale un petit peu bizarre, mais parce que le Barça avait clairement fait tourner. Mais voilà, donc on peut au moins avoir ça comme petit pansement, même si je ne doute pas que beaucoup d'auditeurs ne suivent absolument pas le basket et Monaco, mais bon, ça sera quand même la petite satisfaction de l'année. Bon, ils sont encore capables de perdre les 3 derniers, hein, mais bon, quand même, l'écart de niveau entre les deux équipes et malgré Wembanyama paraît trop fort et Monaco devrait être champion de France de basket. Ouais. Ce serait du coup voilà, une grande première. En tout cas, voilà, merci messieurs donc, de m'avoir accompagné pour cette émission bilan. Comme je l'ai dit, on se retrouvera sur Radio Diagonale. La prochaine émission, ça sera certainement pour le nouveau coach. Je ne sais pas si on vous proposera des émissions mercato dans l'été. L'année dernière, on ne l'avait pas trop fait, mais également parce qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Là, vu qu'il risque de se passer un peu plus de choses, on verra bien. Cette émission conclut en tout cas les émissions de l'année. Vous l'avez vu, on en a raté un petit peu plus cette année, donc on va voir l'année prochaine comment on fait, si on part sur un nouveau format d'une émission peut-être hebdomadaire, pas forcément un débrief après chaque match, mais peut-être plus une émission peut-être tous les lundis soirs, vu qu'il n'y aura pas d'Europe en plus l'année prochaine, ça va peut-être nous faciliter ça. En tout cas, on continue, ça c'est sûr, mais on ne sait pas encore de quelle manière, mais voilà, on vient de conclure donc la 6e année de Radio Diagonale, et pour moi, ce soir, c'était ma 300e émission. Voilà, Bravo. On sent Voilà le la gâteau. durée, voilà l'identité, voilà la durée. Voilà. Elle est là, elle n'est pas à la mais- SM, l'identité, la durée, elle est à Radio Diagonale. Pour ceux qui disent qu'on débriefe pas tout, alors j'ai pas fait toutes les émissions bien sûr, mais 300 en 6 saisons, je vous laisse faire le calcul de moyenne d'émissions par an. Ça devrait être assez rapide, hein. Même pour Pierre, je pense que tu peux le faire de 2 têtes. Ouais, c'est difficile, mais je dirais que t'es un demi-Ettori en fait. Moi, ça me fait surtout penser à ça. C'est ça. Même pas d'ailleurs. Ah ouais. Parce qu'il est... Même pas, ouais. Je suis plutôt un demi-Puel. Je crois que Puel est un tout petit peu plus de 600. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà. Merci messieurs. On se retrouve donc pour la prochaine émission qui débutera la prochaine saison. On l'espère une bien meilleure saison avec des bons débriefs, avec des bonnes victoires, avec du beau jeu à vous proposer. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.